Bonjour à tous, bienvenue. Nous sommes le mardi 17 mars. Voici les titres de ce journal. Quelles seront les compétences du futur conseil départemental ? Eh bien, le réseau routier notamment restera l'une de ses missions. À 6 jours du premier tour des élections, on fait le point sur ce volet dans le journal. L'univers de l'enfance coûte cher. Des dépôts-ventes commencent donc à voir le jour. Ici, les parents vendent et achètent. L'occasion de ne pas jeter pour les uns et de faire des économies pour les autres. Enfin, rencontre avec cet homme qui, à 71 ans, a marqué 2 buts. C'était lors d'une rencontre entre son club, celui des Sables d'Olonne, et celui d'Esnay. Mais en plus d'être joueur, l'homme passe une bonne partie de son temps sur le bord du terrain, à encadrer, à coacher et partager sa passion. Dimanche, vous le savez, ce sera le premier tour des élections départementales. Il s'agit des premières élections du genre depuis le redécoupage des cantons. La rédaction de TV Vendée vous propose donc toute la semaine de découvrir les compétences données au département. Hier, nous avons vu que le conseil départemental aurait en charge le volet social. Aujourd'hui, zoom sur le réseau routier, l'un des dossiers importants pour le futur conseil départemental. Les explications avec Carl Laboureux. Le réseau routier départemental en Vendée, ce sont, en quelques chiffres, quelques 4600 km de route, dont 148 de 2 fois 2 voies. Et une spécificité, le passage du Gois, seule route départementale de France entièrement submersible 2 fois par jour. Des axes qui sont et resteront, quoi qu'il arrive et quelle que soit l'orientation politique de la future Assemblée, à sa charge. Une charge non négligeable en Vendée comme ailleurs, puisqu'elle représente généralement le deuxième budget le plus important d'un département, après celui lié aux actions sociales. Et une charge qui a évolué depuis 1972, année du premier grand transfert de routes nationales. Aujourd'hui, les départements gèrent près de 380 000 km contre un peu plus de 20 000 pour l'État. Et c'est bien de gestion dont il est question. Un conseil départemental et son service technique s'occupent des études d'aménagement et de modernisation des voiries, de la conduite des travaux et de la maîtrise d'œuvre ou encore du partenariat avec les collectivités locales. Tout cela sans oublier évidemment l'entretien et la mise en sécurité. Et oui, c'est le conseil départemental qui sale les routes, ou du moins une partie, en cas de verglas. Voilà pour le réseau routier. N'oublions pas celui réservé aux vélos ou encore les aires de covoiturage. Et en ce qui concerne cette fois les liaisons maritimes, eh bien celles-ci, jusqu'alors assurées par le département, devraient être transférées au conseil régional, tout comme les transports scolaires notamment. C'est en tout cas des propositions examinées dans le cadre de la réforme territoriale. Et comme hier soir, on poursuit à présent notre tour des principaux partis politiques présents dans cette campagne. Et ce soir, nous sommes avec la majorité départementale menée par Bruno Retailleau, l'actuel président du Conseil général. La majorité départementale rassemble la droite et le centre. On écoute donc Bruno Retailleau. Comme Sylviane Bulteau hier, c'est un message qu'il tient à adresser aux électeurs. Si vous tenez à la Vendée, si vous tenez à votre département, il faut aller voter. Il faut aller voter parce qu'il y a une majorité départementale qui a fait plein de choses par le passé, qui en fera plein à l'avenir parce que le département restera incontournable. On a des candidats qui sont renouvelés, qui sont plus jeunes, mais aussi avec quelques anciens. Il y a à la fois l'expérience et puis la jeunesse. Et je crois qu'il y a encore plein de chantiers pour notamment le social, mais en même temps pour les routes, pour le numérique, pour les collèges, voilà, pour la culture, le sport. On sera toujours là. Et il faut que les Vendéens montrent leur attachement au département. Passons à présent aux candidats. On poursuit leur présentation jusqu'à vendredi. Et ce soir, nous sommes sur l'Île-Dieu. C'est un canton très particulier puisqu'il ne comprend que 4500 habitants, alors que les autres cantons en comportent environ de 30 000 à 40 000 dans ce canton. 3 binômes sont candidats. On va entendre d'abord François-Xavier Dubois. Il se présente avec Marie-Thérèse Leroy-Augereau. Tous les deux sont sans étiquette. On écoute donc François-Xavier Dubois. Il présente les principales orientations d'un programme marqué forcément par l'insularité. Alors nos priorités, c'est bien sûr d'assurer la continuité territoriale en prenant la responsabilité de Yo-Continent, en garantissant la pérennité du transport par hélicoptère des passagers, mais évidemment surtout des évacuations sanitaires. Et puis, bien sûr, il faut remettre aux normes notre maison de retraite EHPAD, les chênes verts, très rapidement, parce qu'il y a urgence.
On poursuit avec Bruno Noury. Il est le conseiller général sortant et il est candidat aux côtés de Carole Charruot. Eux aussi se présentent sans étiquette avec un programme également marqué par l'insularité. On écoute donc Bruno Noury. Notre principale priorité sera de demander la présidence de la régie. La loi prévoit un transfert de compétences du transport maritime vers la région et nous entendrons peser sur les négociations de ce transfert pour préserver les intérêts de l'Île-Dieu. De la même manière, le port va être transféré à la région et nous militerons pour la mise en place d'une société d'économie mixte afin de le gérer et d'assurer son développement. Et on termine avec le troisième binôme. On va entendre Jean-Marie Petit. Il se présente avec Ana Sanchez-Moreron. Tous deux portent l'étiquette Front National. On écoute donc leurs priorités dans cette campagne pour ce canton de l'Île-Dieu. C'est le soutien aux pêcheurs, à la pêche, soutien au tourisme, soutien à toutes les personnes âgées, aux personnes handicapées, à la petite enfance. Tout ça, c'est le domaine du social. Et aussi des secours en urgence par rapport au continent. Voilà, et ces candidats sont à réécouter sur tvvendée.fr, tout comme d'ailleurs 62 des 74 binômes candidats en Vendée. Nous les aurons passés tous en revue d'ici à vendredi. La foire de La Roche-sur-Yon innove en retrouvant les traditions. Il s'agira toujours, bien sûr, d'un rendez-vous grand public, mais l'événement se veut plus convivial. Les organisateurs ont donc présenté le programme de l'édition 2015. Vous le voyez sur ces images. La foire ouvrira donc ses portes jeudi et se déroulera jusqu'à lundi suivant au parc des Oudéries. Il y aura donc toujours des exposants sur l'habitat ou le bien-être, mais le terroir des animaux à la gastronomie fera son grand retour, comme le souligne l'un des organisateurs. On a mis l'accent cette année sur en particulier les produits du terroir, on a le concours des produits de Vendée, on a la présence des animaux de la ferme avec des essais de tracteurs, etc. On a un marché de producteurs de pays le dimanche matin. Et puis il y a beaucoup d'autres animations, bien sûr, les autres jours. On connaît les dépôts-ventes pour les meubles, mais des dépôts-ventes d'un nouveau genre apparaissent. Ceux-ci sont destinés à l'univers de l'enfant, du matériel de périculture aux vêtements. L'occasion de faire des économies dans un secteur, il faut bien le dire, où les prix restent souvent élevés. Anne-Lise Vinet s'est donc rendue dans l'un de ces nouveaux lieux à petit prix. Dans un petit village à l'écart de la ville, une boutique. Cliente fidèle, Audrey, 30 ans, vient presque toutes les semaines. C'est une habituée. Ici, on commence souvent le shopping par un moment convivial. Un petit café, merci. Une petite attention qui fait la différence. Étant donné que je suis très proche des enfants et que moi-même, justement, je commençais un petit peu à faire du troc au niveau des vêtements, j'ai eu cette idée-là, justement, de créer ce site internet. Et puis, c'est au niveau local aussi, de rencontrer d'autres mamans, d'avoir des échanges et puis pouvoir apporter quelque chose, aux autres mamans aussi. Jeune maman de 2 enfants, venir dans ce dépôt-vente pour Audrey, c'est plus qu'une question économique. On habite un petit peu en campagne, donc c'est pas toujours facile d'aller faire les magasins. Donc c'est vrai que c'est pratique d'avoir quelque chose à proximité. Et en plus, les prix sont très intéressants, souvent pour des articles presque neufs. Donc on y trouve son compte. Un concept d'échange qui permet de faire des économies tout en s'inscrivant dans une mode éthique. Une responsabilité importante pour Émilie. On ramène ce dont on n'a plus besoin, on rachète ce dont on aura besoin et ça permet d'éviter aussi la surconsommation, de créer, de reproduire à nouveau des vêtements, des choses, de les racheter en magasin alors qu'il y a des choses très belles ici qui pourraient encore servir. Donc ouais, c'est aussi un geste pour l'environnement. Un samedi par mois, Émilie organise une journée porte ouverte pour faire découvrir son dressing à ceux qui ne le connaissent pas encore. La protection de l'environnement reste au cœur de l'actualité, notamment avec la Semaine nationale pour les alternatives aux pesticides qui se tient en ce moment. L'événement fête d'ailleurs ses 10 ans. Plusieurs opérations vont donc être menées sur le département. Le programme a été présenté il y a quelques jours. Vous le voyez sur ces images. Une conférence aura d'abord lieu mercredi au lycée Nature de La Roche-sur-Yon. Les OGM et les éventuels risques pour la santé et l'environnement seront donc au cœur des débats. Et jusqu'à la fin
fin du mois de mars, des panneaux vont également fleurir sur les lieux qui n'utilisent pas de pesticides. Le collectif Nos campagnes sans OGM invite d'ailleurs le grand public à planter également ces panneaux. L'apprentissage est toujours à l'honneur. Il y a quelques semaines, le Sénat a d'ailleurs reçu tous les jeunes ayant obtenu la médaille d'or lors du concours de l'un des meilleurs apprentis de France. Et parmi eux, il y avait Clément Siret. Ce jeune a obtenu l'or en ébénisterie. Aurélia Horner l'a donc retrouvé dans son entreprise de formation. 3 médailles d'or, départementales, régionales et nationales. Grâce à ce cabinet écritoire, Clément est devenu l'un des meilleurs apprentis de France en ébénisterie. Sur le CV, je pense que ça fait beaucoup de bien. Puis même pour moi, personnellement, ça me met... J'étais content quand j'ai su que j'avais les 3 médailles d'or. J'aime bien la compétition et puis je suis un peu... j'aime bien les challenges et puis... Je voulais donner un plus parce que pour moi le CAP, au final c'était juste un petit diplôme qui me lançait, mais je voulais vraiment un plus. Et puis ce concours, ça a vraiment été pour moi une chance de montrer ce que j'étais capable de faire. En décembre 2013, il se lance dans l'aventure. Environ 150 heures de travail plus tard, le résultat est là. C'est un sujet qu'on nous donne sur plan. Il y a juste les décors, les couleurs, les bois, tout ce qui est matériaux. C'est nous qui choisissons tout l'esthétique en fait. Moi j'ai choisi de faire un filet sur la façade alors qu'il n'y en avait pas forcément demandé, donc j'ai mis un petit plus. S'il s'agit avant tout d'une démarche personnelle, c'est également un plus pour son entreprise. C'est bénéfique pour nous, ça fait parler de l'entreprise et ça fait voir que l'entreprise s'investit dans l'apprentissage, dans la formation et a des bons résultats. Il faut savoir que dans les 10 dernières années, on a eu 3 meilleurs apprentis de France. Ça ne nous apporte pas de clients directement, mais par contre, ça nous apporte une certaine notoriété. On est connu, c'est la 3e médaille d'or au niveau national qu'on a. Les gens nous en parlent. En plus de ce concours, Clément a participé la même année aux Olympiades des métiers. S'il a raflé 3 médailles en tant que l'un des meilleurs apprentis, il s'est arrêté au niveau régional pour les Olympiades. Prochain challenge, atteindre le niveau national. Quant à ses études, là aussi Clément est ambitieux. À 18 ans aujourd'hui, il prépare son brevet technique des métiers et il compte bien poursuivre en BTS ou en BTMS. Et précisons que le BTMS, c'est le brevet technique des métiers supérieurs, un diplôme réservé aux apprentis en ébénisterie. Akena Véranda devient le partenaire du Team Europcar. Après la voile, l'entreprise vendéenne se met donc au cyclisme jusqu'à la fin de la saison 2015. Les manches des maillots et les gants des coureurs ainsi que les véhicules de l'équipe porteront donc les couleurs de la société de Dompierre-sur-Yon. Aujourd'hui, l'entreprise communique déjà avec l'image de Thomas Voeckler, l'un des leaders d'Europcar. Des images anodines d'aujourd'hui deviendront demain un véritable patrimoine. Partant de cette idée, les cinéastes amateurs sont donc invités chaque année à participer au prix du court-métrage, le prix Louis-Marie Barbarie. À quelques jours de la clôture des candidatures, présentation de ce concours vendéen. Regardez. La Cinémathèque de Vendée lance sa 9e édition du prix Louis-Marie Barbarie. Réservé aux cinéastes amateurs, elle encourage les Vendéens à porter un regard attentif sur leur département. On a pour envie d'inciter les gens à faire des films et à les ramener. Alors, ça peut être des gens un peu âgés. Souvent, on pense cinémathèque, film ancien, gens âgés. Mais c'est aussi des jeunes. Et on a très, très envie que de jeunes réalisateurs y aillent et puis nous présentent leurs films, leur regard sur la Vendée. Chaque année, une douzaine de films parviennent à la Cinémathèque de Vendée, des films qui traitent d'événements insolites ou bien encore de pratiques du quotidien. Le format est très libre. La seule contrainte, c'est une durée, maximum 30 minutes. Mais sinon, à l'intérieur de cette contrainte, c'est extrêmement libre. Et donc ça peut être des fictions, ça peut avoir un caractère documentaire. Ces réalisations seront projetées lors de festivals et viendront compléter le fonds de la Cinémathèque qui compte déjà dans ses rayonnages plus de 10 000 documents. Il faut bien se dire qu'avec le temps, les films les plus banals prennent une valeur documentaire. Un baptême, une communion, un mariage, une sortie à la plage, on se dit bon, ça n'intéresse personne. Mais si, dans 50 ans, ça intéressera beaucoup de gens. Donc il faut les avoir filmés aujourd'hui, les faire correctement, les monter, et puis les ramener pour qu'ils puissent servir aux générations futures.
A noter que la Cinémathèque peut si besoin prêter du matériel de tournage. Et pour les retardataires, il va falloir faire vite. La date limite de dépôt est fixée au 31 mars. Et vous aurez certainement reconnu dans ce reportage Patrice Gablin, le président de la Cinémathèque de Vendée. Ce passionné présente également l'émission La Bobine du jour sur TV Vendée. Chaque mercredi, il nous présente des archives et nous raconte l'histoire de ces images. Rencontre à présent avec un autre passionné du ballon rond cette fois, mais vous allez le voir, il ne s'agit pas d'un simple passe-temps. À 71 ans, Jean Verret a marqué 2 buts lors d'une rencontre entre son club, celui des Sables-d'Olonne, et celui d'Esnay. C'était il y a un mois. Mais l'homme est également coach, responsable de l'école de foot et encadrant des 6-13 ans. L'occasion pour nous de le retrouver évidemment sur la pelouse. Reportage de Samuel Grasset. Sur le bord du terrain, il a l'œil et ne laisse rien passer. Attentif les gars, attentif! Mais il sait aussi rentrer en jeu quand il le faut. À 71 ans, Jean Verret a passé plus de 50 ans sur les terrains de football et il continue encore à mouiller le maillot, infatigable. Une longue expérience qui en fait aujourd'hui, de l'aveu de ses coéquipiers, un fin tacticien. J'ai un peu d'expérience, mais bon, je me place un peu mieux certainement que certains jeunes. J'anticipe pas mal de choses. Il faut anticiper parce qu'il faut faire attention un petit peu aux situations un peu chaudes lorsqu'on est en train de disputer un ballon, un duel. Dans le duel, il faut faire attention. Donc je fais attention, j'anticipe beaucoup. Jean Verret est un passionné de football. Toute sa semaine est rythmée par le ballon rond. Responsable de l'école de foot, il passe son mercredi après-midi à entraîner les enfants, puis les seniors de l'équipe D le vendredi soir, sans compter l'organisation et les convocations pour les matchs du week-end. J'aime beaucoup cette ambiance de sport collectif. Et puis j'ai la chance de ne pas avoir été blessé, d'avoir pu continuer à jouer, à prendre du plaisir. Je prends toujours du plaisir au cours d'un match, un petit match d'entraînement le mercredi soir ou le vendredi soir avec les joueurs dont je m'occupe. Un investissement bénévole qui fait l'admiration des autres encadrants du club. C'est une référence, ça pourrait être un modèle. Les enfants, quand ils voient Jean Verret, ils ont devant eux un footballeur d'expérience. Et on peut l'écouter, on se doit même de l'écouter. À 70 ans passés, Jean Verret garde intacte sa passion et conserve parmi ses meilleurs souvenirs ses années 80, pendant lesquelles il jouait aux côtés de son fils au sein de la même équipe. Aujourd'hui, il n'a pas encore décidé de raccrocher les crampons. Je me pose pas la question. Je me pose pas la question parce que en fait, ça peut s'arrêter très rapidement, quoi. Vu mon âge un petit peu, quoi. Ça peut d'une semaine sur l'autre, je peux me blesser, donc je me pose pas la question. Je vis le moment présent et je les apprécie, quoi. Une longue carrière de footballeur qui pourrait donc encore continuer. Jean Verret a 2 supporters fidèles, sa femme, passionnée également de football, et son médecin qui l'encourage et l'autorise chaque année à signer une nouvelle licence. Et on regarde le temps prévu pour demain et les entraînements de Jean Verret, le passionné, devraient se dérouler sans pluie. Le gris restera présent, mais le soleil réussira de belles percées. Côté température, on sera encore au-dessus des normales de saison avec un maximum de 18 degrés dans les terres. Le point complet, c'est dans quelques minutes. Quant à nous, on se retrouve évidemment demain.